En se promenant parmi les ruines de Segovia, on ne peut que s'étonner de trouver cette ville romaine d'une telle splendeur en plein milieu d'un endroit désert comme celui-ci. D'où proviennent les richesses qui ont permis de construire cette ville? À quelles activités se consacraient ceux qui remplissaient les gradins de ce théâtre ou ceux qui faisaient tonner cet amphithéâtre ou ce cirque? Cristallos. Cette pierre peut être fendue et séparée en lamelles, aussi fines qu'on veut. Jadis, on ne la trouvait que dans l'Hispania Superior, et encore pas dans toute la province, seulement dans une étendue de 100 000 pas autour de la ville de Segovia. Ces paroles furent écrites par Pline l'Ancien dans le tome 36 de sa célèbre Histoire naturelle, celle qui fut l'encyclopédie la plus complète du monde romain. Aujourd'hui, on sait que la prospérité de Segovia provenait de l'industrie minière. Le minerai qui fut créé dans cet emporium isolé était la sélénite, des cristaux géants de gypse, le lapis specularis, nommé le cristal d'Hispania. Le mystère des cristaux géants. Le lapis specularis, auquel Pline fait référence, n'est autre chose que du plâtre pur cristallisé, de grands cristaux de gypse qui étaient extraits dans une bande de terre de 100 000 pieds romains, environ 150 km, allant du nord au sud aux alentours de Segovia, entre ce qui est aujourd'hui la Alcarria et la Mancha. À l'époque de l'Empire, ces cristaux constituaient une matière première très estimée. Dans la Rome républicaine sophistiquée, la seule manière de fermer les embrasures des fenêtres des palais et des maisons de haute lignée, de séparer différentes atmosphères dans leurs termes, ou de construire des serres où pouvoir cultiver à souhait fruits et légumes, c'était d'utiliser les pierres translucides qu'offrait la nature. Mais parmi elles, il y en avait une par excellence, le cristal. Les Grecs appelaient ces pierres transparentes cristallos et croyaient que ces cristaux étaient de l'eau supercongelée, krios, l'origine du mot cristallos. Je vous invite à réaliser avec moi un voyage à la recherche des plus grands cristaux connus au monde, un voyage en route vers la beauté du monde minéral. D'ici, depuis ces collines où les éclats de la lumière du soleil annoncent les richesses enfouies quelques mètres plus bas, des mineurs experts extrayaient les cristaux de gypse, les plus grands et les plus transparents du monde connu. Des cristaux qui atteignaient parfois presque 2 mètres de long. C'étaient les cristallos d'Espagne. Après l'extraction, les Romains utilisaient une des propriétés de ces cristaux, l'exfoliation, afin d'en tirer des lauses de plusieurs centimètres d'épaisseur qui étaient sciées ensuite en fonction de différentes tailles, qui étaient déjà normalisées à cette époque. Des caravanes partaient de Segovia transportant les précieux cristaux vers les ports de Sagunto ou de Cartago Nova,
actuellement Cartagena, d'où ils étaient embarqués jusqu'à l'opulente métropole romaine et de là vers le reste de l'Empire. Cependant, à la fin du 1er siècle, les Romains obtinrent la technologie pour produire le verre plat. Cette découverte condamna à mort Segovia. Les nouvelles plaques de verre que produisait Rome, bien que moins transparentes et moins apparentes, étaient beaucoup moins chères. Ces plaques de verre finiraient par dérober la vie à Segovia. Ils se sont également approprié le mot cristallos, cristal, pour désigner ce matériau transparent et bon marché qui n'était autre chose que du verre synthétique. De là naît la confusion entre deux mots avec un sens très différent. La différence entre le cristal et le verre, entre le diamant et le charbon amorphe, entre le cristal de l'émeraude vert et le verre des bijoux de fantaisie n'est ni plus ni moins que l'ordre. Pour le verre, les atomes sont distribués sans aucune règle, comme les soldats d'une armée à la débandade. Par contre, dans un cristal, les atomes sont disposés selon un ordre parfait, comme les soldats d'une armée en formation. C'est cet ordre qui confère aux cristaux la beauté engendrée par la régularité de leur forme linéaire, si éloignée des aléas de la vie, à leurs angles parfaits et constants qui leur donnent leurs éclats et couleurs. Des formes basées sur l'ordre minéral qui ont fasciné l'humanité depuis des temps immémoriaux. Les Romains ne distinguaient pas le quartz, le cristal de roche, du gypse. Tout minerai transparent et à facettes était considéré un cristallos. Aujourd'hui, on sait que les cristaux de gypse sont formés par des molécules de sulfate de calcium empilées en couches qui alternent avec d'autres couches de molécules d'eau. Ces couches de molécules d'eau sont unies plus faiblement dans la structure. Pour cette raison, quand on donne un coup à un cristal de gypse, la structure se brise selon ses plans de clivage. Au profit de ces couches, il s'exfolie. Cette propriété qui a merveillé Pline était utilisée par les mineurs romains pour séparer les cristaux en fines plates de grande dimension. D'autres cristaux sont formés de molécules disposées de telle sorte qu'elles leur confèrent d'autres propriétés fascinantes que nous utilisons dans notre vie quotidienne. Par exemple, nos squelettes et nos dents sont faits de phosphate et de calcium. De nombreux cosmétiques sont composés de minuscules cristaux dont la forme et la taille contrôlent leur couleur et leur qualité. Le cadre de cette bicyclette est un alliage léger de cristallin et toute l'électronique actuelle est basée sur les cristaux. Sur la table, le sel et le sucre sont des exemples évidents, mais la qualité du chocolat dépend également des cristaux de ses acides gras et la texture de la glace du type de cristaux qui se forment lors de son élaboration. La coquille de l'œuf est constituée de carbonate calcique cristallin, tout comme la coquille des mollusques, le corail ou les perles. La plupart des médicaments que nous prenons sont des produits cristallins. Et pour comprendre comment fonctionne la vie, définir la structure des constituants cellulaires, les protéines, on doit obtenir les cristaux de celles-ci. Mais tout au long de ma vie de cristallographe, je n'ai jamais trouvé de cristaux de la taille de ceux de Segovia. Pline avait raison. On ne trouvait rien de comparable dans le monde romain. Cependant, après la fermeture des mines de gypse, celle qui fut un jour une ville prospère, animée et gaie, finit ruinée. Ces maisons et ces bâtiments publics ont été abandonnés et la mémoire de ces mines perdue à jamais, à tel point qu'elles n'ont été sauvées que de l'oubli que depuis quelques années grâce aux archéologues Juan Carlos Guisado et María José Bernardez. Personne ne savait plus que ces mines renfermaient l'échantillon le plus spectaculaire du monde minéral connu à ce jour. Jusqu'à ce jour. Car jamais je n'aurais imaginé que la nature gardait un autre exemple singulier de cristaux géants de gypse à 500 km à peine au sud de Segovia,
dans les cordillères bétiques. Nous nous trouvons dans El Pilar de Jarabilla, appartenant à Pulpí, une commune de la province d'Almería. Ici, sur le flanc oriental de la Sierra del Aguilón, on peut encore observer les restes des installations d'exploitation minière qui ont fonctionné depuis la seconde moitié du 19e siècle jusqu'au 20e siècle bien entamé. Cette montagne est percée de nombreuses galeries minières comme celle où nous avançons dans la mine appelée Quiental Pensara, connue également sous le nom de Mina Rica. À cet endroit, dans ces tunnels et ces cheminées, en creusant ces murs et en se glissant à travers ces étroits passages, les mineurs arrachaient à la terre le minerai de plomb et de fer. Ils ont dû, en toute certitude, trouver parfois des beaux cristaux de gypse qu'ils offraient sans doute à leur patron ou qu'ils vendaient à un collectionneur. Mais s'il s'en est fallu que de quelques centimètres pour que ces mineurs ne découvrent pas la plus belle pièce que détenait la Mina Rica. Ce sont des minéralogistes amateurs qui l'ont découverte 50 ans plus tard, alors qu'ils cherchaient dans les mines abandonnées des exemplaires pour leur collection. Ici même, derrière un vulgaire et petit creux, semblable à d'autres se trouvant sur la roche, se trouvait cachée la grande géode de Pulpí. Wow, espectacular. Cette géode est une cavité ayant la forme d'un œuf de 8 mètres de long sur presque 2 mètres de large et plus d'1,5 mètre de hauteur, dont les murs sont recouverts d'énormes cristaux de gypse pourvus d'une parfaite transparence. Dans une géode comme celle de Pulpí, on ne peut éviter de rappeler la signification originale du mot cristal, eau super congelée. Effectivement, la transparence des cristaux qui recouvrent cette géode est telle qu'elle ressemble à de grands blocs de glace. Dans certains cristaux de Pulpí, on observe de petites impuretés de fer et de manganèse qui marquent les étapes successives de leur croissance. Car tous les cristaux croissent par couches successives au fur et à mesure que les molécules qui les constituent s'y collent. La colle correspond aux liaisons chimiques qui relient les molécules dans le cristal. C'est comme si on jouait au Tetris, car, comme dans le jeu, plus les molécules arrivent lentement à la surface ordonnée du cristal, et meilleure est la qualité de son ordonnance, la qualité du cristal. Afin de le vérifier d'une manière expérimentale, nous partons pour le Parc des Sciences de Grenade. Là-bas, nous réaliserons une expérience simple grâce à l'appui d'étudiants ayant gagné dans l'école le concours de cristallisation. Nous chauffons 2 solutions identiques d'un sel et nous les laissons refroidir jusqu'à ce que des cristaux se forment. Nous en garderons une dans un conteneur en polystyrène pour qu'elle refroidisse lentement, tandis que nous laissons l'autre à l'air libre afin qu'elle refroidisse plus rapidement. Le résultat est évident. La solution qui a refroidi lentement formera moins de cristaux, mais qui sont beaucoup plus grands que celle qui a refroidi plus rapidement. Les grands cristaux de Segovia
et de la geode de Pulpi dans la province d'Almería ont dû se former également très lentement, jusqu'à devenir les plus grands cristaux de gypse du continent européen. Mais comment? Pourquoi? Quand? Je ne pouvais plus revenir en arrière. J'étais épris par la beauté de ces cristaux et obsédé par le processus de leur formation. J'ai commencé par consulter la bibliographie à la recherche d'une piste, d'une information sur ces cristaux ou sur d'autres qui auraient une taille semblable. J'ai fini par découvrir que, de l'autre côté de l'océan, en Amérique, le monde minéral nous réservait des espaces encore plus extraordinaires. Grâce à un vieux livre, j'ai appris que, caché dans les profondeurs du désert mexicain de Chihuahua, on avait découvert en 1910 une grotte célèbre pour ses spectaculaires cristaux de gypse. Elle prit le nom de grotte aux épées. Elle se trouvait dans un village minier appelé Naica. Et c'est là-bas que je me suis rendu pour les étudier. Nous nous trouvons dans le désert de Chihuahua, au nord des États-Unis du Mexique, le cadre hostile de nombreux westerns. En fait, nous avançons à travers un désert qui fut territoire apache jusqu'au 19e siècle. Le désert où s'élève une montagne qui, dans la langue des Indiens Tarahumara, s'appelait Naica, c'est-à-dire la montagne qui donne de l'ombre au désert, une montagne qui recèle une des plus grandes réserves mondiales de plomb, d'argent et de zinc. Le minerai fut exploité durant le 19e siècle par les Gambusinos, des mineurs indépendants qui bénéficiaient d'un minerai riche en métal, facile à extraire, car il se trouvait presque à fleur de terre. Mais il y avait encore du minéral en dessous des galeries alors inondées par les eaux souterraines et l'exploitation planifiée à l'aide de machines industrielles commença à la fin du 19e siècle. Depuis presque 60 ans, la mine de Naica est exploitée de manière ininterrompue. La mexicanisation de la compagnie commence en 1951 et depuis 1998, l'exploitation minière est 100% mexicaine et se trouve à la charge du groupe Peñoles. Nous descendons par la côte de San Francisco avec l'ingénieur Roberto Villasuso. Roberto est le leader d'exploration de Naica et l'homme qui connaît le mieux la géologie de cette mine. Cette côte est une route entubée d'environ 5 mètres de diamètre qui descend en zigzag jusqu'à une profondeur de 820 mètres où se trouve actuellement l'entrée de la mine. Nous nous arrêtons au niveau -120, où se trouve la cavité qui fut découverte en 1910, que je viens visiter. Cette cavité, à laquelle on accède à travers un passage en planche, il s'agit d'un long corridor de 300 mètres dont les murs sont recouverts de cristaux de gypse, des cristaux qui vous surveillent comme des poignards menaçants de 30 et 40 cm. Tout est cristallisé, le sol, les murs et le plafond. Elle a dû l'être encore plus car la spoliation et l'état d'abandon sont évidents. Les cristaux se formèrent quand le corridor était totalement inondé par des eaux riches en sel. Certains parmi eux ont un ton foncé dû à la présence de particules d'oxyde de fer et d'argile.
Ceci indique que la grotte fut de manière intermittente inondée par des eaux plus oxygénées en contact avec la surface. En effet, à la côte de la grotte, à environ 120 mètres de profondeur, se trouve actuellement le niveau des eaux souterraines. Cette grotte, ce corridor aux murs étincelants de cristaux, est la grotte aux épées de Naika. Si les cristallos de Segovia m'entraînèrent vers cette superbe géode de Pulpi, cette grotte aux épées énigmatiques et inquiétantes attisa encore plus ma curiosité. Je continuai à chercher et je découvris qu'à 8000 km au sud de Chihuahua, le continent américain me réservait une nouvelle surprise. Vous pensez sans doute que nous nous trouvons dans une gare, dans un port ou dans une ville industrielle. Vous vous trompez. Nous nous trouvons, même si on a du mal à le croire, à l'intérieur de la plus grande mine souterraine du monde. Dans cette mine, on a creusé 2500 km de galeries, autant que la distance entre Paris et Moscou, et d'où on extrait presque 1 demi-million de tonnes de cuivre fin par an. Nous sommes à 2165 mètres d'altitude, dans la mine de El Teniente, sur le flanc occidental de la cordillère des Andes, au Chili. Le gisement s'est formé il y a 5 millions d'années, quand la plaque Nazca a heurté la plaque sud-américaine, créant l'imposante cordillère des Andes. Des fluides chauds créèrent les dépôts de minerais de cuivre qui entourent une cheminée volcanique. La mine de El Teniente a une longue histoire depuis sa première exploitation à une époque préhispanique. Aujourd'hui, El Teniente appartient à la Corporation du Cuivre, la compagnie chilienne qui l'exploite depuis la nationalisation effectuée par Salvador Allende en 1971. Puisque la localité la plus proche, Rancagua, se trouve à 50 km par une route inextricable de montagne, on construisit au début du XXe siècle sur le versant d'une colline des environs une colonie minière qui finirait par s'appeler Sewell et qui atteint les 15 000 habitants. L'architecture de ce village minier est singulière. Sewell connut des périodes d'une activité sociale extraordinaire, mais également ce qui fut probablement la plus grande tragédie de l'industrie minière de tous les temps. Elle eut lieu le 19 juin 1945. Ce funeste jour, l'équipe de l'après-midi vit périr 355 de ses hommes à cause des émanations de monoxyde de carbone provoquées par l'incendie d'une forge. La tragédie servit à changer la réglementation de sécurité dans l'industrie minière moderne et aujourd'hui, spécialement dans El Teniente, les normes de sécurité concernant la sécurité au travail sont très strictes. Sewell fut dépeuplée après la nationalisation, mais la ville abandonnée conserve certains charmes qui lui ont valu de devenir patrimoine de l'humanité depuis 2006. Dans le musée qui est bien conservé, on en retrace son histoire. Nous trouvons ce que nous étions venus chercher, les cristaux de gypse les plus grands connus à ce jour. Nous descendons les étudier dans les cavités où ils se sont formés. Nous nous trouvons au niveau 6 de El Teniente. C'est ici qu'on a découvert, tout au long de ces années, différentes cavernes de cristaux de gypse. La plus grande de toutes est la caverne des cristaux. C'est fascinant. Ce n'est pas étonnant qu'elle soit la plus connue au monde. Les murs sont recouverts de cristaux dorés de pyrite et également de barytine.
Mais les immenses cristaux de gypse en sont les protagonistes absolus. Ce sont des cristaux atteignant 7,5 mètres de long et qui coupent la cavité d'un bout à l'autre. Cependant, outre le fait de reconnaître les minerais de ces murs, on peut à peine faire des recherches dans un lieu qui, depuis trop longtemps, est exposé à l'air extérieur à la mine et qui reçoit la visite de touristes provenant de tous les coins du monde. Heureusement, les géologues de la mine ont repéré 6 cavités différentes où sont apparus des cristaux géants de gypse. Et ils nous proposent d'en visiter une qui fut fermée après sa découverte il y a 12 ans et dans laquelle personne n'est entré depuis. La grotte était vraiment fermée. Ce n'était pas facile d'y entrer, car elle était scellée par une porte en fer. Mais à l'intérieur de cette mine moderne, El Teniente, tout est organisé. Et grâce à l'aide enthousiaste du chef d'atelier, nous réussîmes à la franchir. À l'intérieur, nous attendaient les grands cristaux que personne n'avait touchés jusqu'alors. Nous étions tous enthousiasmés. Les chercheurs qui venaient les étudier, les mineurs qui n'étaient jamais entrés dans la caverne et le géologue de la mine, Arturo Morales, qui nous y mena. La transparence des cristaux est la même, si ce n'est plus grande que celle de Pulpi ou de Segobriga. Nous mesurâmes et prîmes les échantillons nécessaires, parmi lesquels des cristaux contenant des inclusions fluides, de microscopiques bulles pleines de liquide, c'est-à-dire pleines des eaux à partir desquelles se formèrent les cristaux. Comme le message d'un naufragé dans une bouteille, ces bulles contiennent une information essentielle sur la composition des eaux mers et aussi sur la température à laquelle les cristaux se sont formés. Nous avons également observé stupéfaits qu'un réajustement sismique a réussi à courber ces immenses poutres en cristal. Habitué à la croissance des cristaux dans le laboratoire, je sais combien il serait difficile de créer les cristaux de la grotte aux épées. Il serait encore plus difficile d'expliquer la formation de ces cristaux colossaux de El Teniente, car des conditions spéciales qu'on trouve très rarement dans la nature doivent se maintenir pendant très longtemps. Pour un cristallographe, on ne pouvait s'attendre à rien de plus beau et de plus exceptionnel. Mais l'ingénieur Roberto Villasusa nous réservait une grande surprise. Il fallait retourner à Naica. Grâce aux premières machines de pompage, les gambusinos et les premiers mineurs purent creuser des galeries en dessous du niveau des eaux souterraines. La mine semblait inépuisable et les producteurs de Naica continuèrent à chercher le minerai à des profondeurs chaque fois plus grandes. Mais ils eurent à surmonter une difficulté qui, par son défi et par son coût, font de Naica une mine d'eau. Pour permettre le travail des mineurs, il est nécessaire de drainer constamment la mine. Pour y parvenir, les ingénieurs de Naica doivent pomper plus de 65 000 litres par minute, un débit qui descend par le versant de la montagne jusqu'au désert, le transformant en un authentique oasis où fleurit l'agriculture. Bien que la côte de San Francisco descende en zigzag jusqu'à une profondeur de plus de 800 mètres, il ne fut pas nécessaire de descendre autant. Ce que Roberto voulait nous montrer se trouvait au niveau situé à moins 290 mètres. En avril 2000, durant les travaux de percement d'une galerie, 2 mineurs trouvèrent une cavité qui semblait contenir quelques cristaux de gypse.
Cela arrive souvent dans cette mine, mais cette fois-ci, il s'agissait de quelque chose de différent et de singulier, quelque chose de jamais vu. Derrière l'espace vide perforé dans la roche par le tunnelier se trouvait une immense caverne. Et ils eurent l'excellent réflexe d'arrêter la perforation et d'avertir la gérance de la mine qui décida de sauver cette merveille. Nous arrivons au niveau moins 290. Après une porte métallique et un corridor d'environ 20 mètres où la chaleur redoublait, on entrait à la grotte par une ouverture réalisée par un tunnelier. Juste après, la première impression fut de confusion absolue. Je fus immédiatement aveuglé, car les verres de mes lunettes s'embuèrent, en même temps qu'un coup de chaleur me déconcerta. Après quelques secondes, je réussis à me remettre, j'oubliai mes lunettes et commençai à regarder autour de moi. Je restais stupéfait. Ce n'était peut-être qu'une hallucination. J'étais troublé, respirant avec difficulté, presque étouffé par la température de presque 50 grades centigrades et une humidité proche de 100%. Je suais à grosses gouttes et tous mes vêtements étaient trempés. Tout m'était égal, car j'étais face au plus beau spectacle du monde minéral. J'étais dans la grotte des cristaux géants de Nayka. La première visite fut suffisante pour être saisi par le problème que supposait la compréhension de cette formation cristalline. C'était comme un défi que la nature lançait à celui qui oserait poser ses yeux sur cette cathédrale de cristaux. En tant que cristallographe, je savais que ce qui se trouvait devant moi n'était pas un rêve impossible à expliquer, difficile certes, mais pas impossible. À la tombée du jour, quand la lune lançait elle aussi un défi au soleil dans le ciel du désert, je me promis de dévoiler, avec l'aide de Roberto et de mes collègues, comment s'était créée cette merveille naturelle, comment s'étaient formés ces cristaux géants. Nous entrâmes à nouveau des dizaines de fois dans la grotte à l'occasion de différents voyages d'études. Nous décidâmes de ne pas utiliser de protection ni de vêtements spéciaux. Nous préférions bouger avec souplesse pour ne pas détériorer les cristaux et pour ne pas altérer la température de la caverne. Par contre, nous consacrions jusqu'à notre dernier souffle à étudier la roche en prenant les précautions nécessaires. Une personne vérifiait toujours que l'équipe sorte après 8 minutes. Nous n'entrions qu'avec nos instruments de mesure et notre ferme décision de comprendre ce mystère de la nature. Nous nous déplacions entre les colonnes, que les mineurs appelaient avec beaucoup de bon sens les poutres. Certaines de ces colonnes montent depuis le sol de la grotte et arrivent à la traverser jusqu'au plafond. Avec plus de 10 mètres de longueur et une largeur d'1 mètre, son poids peut dépasser les 25 tonnes. Comment ont-elles pu se maintenir debout après si longtemps ? La raison en est que la grotte est restée inondée sous les eaux souterraines jusqu'en 1975, quand le niveau moins 290 où nous nous trouvons fut drainé. Jusqu'alors, les colonnes s'étaient formées lentement et se maintenaient debout à l'intérieur de cette grande cavité qui, tout comme le reste de la roche qui l'entourait, se trouvait complètement submergée par l'eau, résistant parfois même à de petits mouvements sismiques. Quand la grotte a été drainée, le poids des colonnes inclinées les fait courber
Et on peut voir parfois comment la poutre cristalline cède sous l'énorme pression, ce qui suppose un grand problème pour sa conservation. Quand on pénètre dans cette grotte, on n'a Dieu que pour les immenses cristaux hyalins. Cependant, depuis que j'entrai la première fois, ce qui attira mon attention, c'est que, à la différence de la grotte aux épées, les murs et le plafond de cette grotte, qui est de 170 mètres plus profonde, sont à peine cristallisés. Le plafond et les murs rouges de l'oxyde de fer ne pouvaient clairement se voir qu'avec certains cristaux que dessinaient les fissures des roches. Je compris que pour dévoiler le mystère de Naïka, l'important n'était pas d'expliquer pourquoi ces cristaux sont aussi grands, mais pourquoi il y en a si peu. L'histoire géologique de Naïka commence il y a 30 millions d'années. La surface de la Terre était alors déjà recouverte de prairies vertes où les animaux paissaient. La température de la planète baissa tellement que depuis cette période, les deux pôles de la Terre sont gelés en permanence. Ici, dans la Sierra Madre mexicaine, l'activité volcanique était importante. Sous Naïka, un magma chaud dont la température atteignait probablement 800 degrés commença à remonter. Il n'était pas suffisamment puissant pour sortir en surface, mais il réussit cependant à pousser, à soulever les roches pour former la Sierra de Naïka. Il fut capable également d'injecter dans ces roches un fluide acide et chaud empli de métaux qui créa les minerais qui sont aujourd'hui arrachés par les mineurs. Au fil du temps, ce magma se refroidit peu à peu et l'érosion laissa le minerai près de la surface, tellement près que les gambusinos le trouvaient simplement en parcourant ces montagnes. Nous avons découvert qu'à la fin de cette minéralisation, alors que la température se situait autour de 200 degrés centigrades, un minerai crucial pour expliquer les cristaux géants de gypse se forma. Ce minerai est l'anhydrite. C'est un minerai bleuâtre qui se trouve dans les zones les plus profondes de la mine et qui a curieusement la même composition que le gypse, sulfate de calcium, mais à qui il manque les molécules d'eau. La température de la montagne continuait à baisser, mais les dernières braises qui restent de cette intrusion ou des intrusions postérieures continuent à chauffer légèrement la roche et les eaux qui jaillissent à plus de 50 degrés centigrades dans les profondeurs de Naïka, faisant de la grotte des cristaux un authentique sauna, ou plus exactement un bain turc. Nous avons donc trouvé une hypothèse solide pour expliquer l'origine des cristaux. Nous savons que l'anhydrite, ce minerai bleu, se dissout quand la température se refroidit. Aussi, durant les millions d'années pendant lesquelles la Sierra de Naïka s'est refroidie lentement, les eaux souterraines se sont enrichies de sulfate de calcium. Nous savons également qu'avec la baisse de la température, un curieux phénomène se produit. Les eaux qui contiennent trop de molécules de sulfate et de calcium commencent, à partir d'un certain niveau, à cristalliser, mais sous forme de gypse, qui intègre des molécules d'eau et, par conséquent, génère une structure en couche qui est caractéristique des cristaux de gypse.
C'était une belle hypothèse, mais il fallait la vérifier. Il s'agissait de démontrer tout d'abord que les molécules qui composent les cristaux de gypse étaient les mêmes que celles qui formèrent les cristaux d'anhydrite. Cela fut fait par Carlos Ayora de l'Instituto Jaume Almera de Barcelone en utilisant une technique sophistiquée d'isotope stable. Il en conclut qu'il n'y avait aucun doute que les molécules que forment les cristaux de gypse ont d'abord composé les cristaux d'anhydrite. Mais il fallait aussi démontrer à quelle température se sont formés les cristaux. Comment peut-on connaître cette température? En étudiant justement ces inclusions fluides, ces bulles minuscules présentes dans le cristal et qui emprisonnent la saumure, le liquide mère qui contient les sels à partir desquels s'était formé le cristal. Les trouver dans le milieu infernal de la grotte de Naica n'a pas été facile. Mais nous en avons trouvé finalement. Et ce fut Àngels Canals de l'Université de Barcelone qui les étudia. Les résultats étaient clairs. Les cristaux de gypse se sont formés à partir d'eau similaire à celle qui existe encore aujourd'hui à Naica et à une température qui se situe autour de 56 degrés centigrades. Tout s'ajustait à notre hypothèse. Les cristaux de gypse se formèrent lors de la dissolution de l'anhydrite durant le long refroidissement de la Sierra de Naica. Comme l'ont démontré l'expérience des élèves dans le parc des sciences de Grenade, le refroidissement lent provoque la formation de cristaux peu nombreux. C'est pour cela qu'il y a ici très peu de cristaux. Mais il y a tellement d'anhydrite dans la montagne, encore chaude, que sa dissolution apporte en permanence cette petite quantité de sel. Ce mécanisme d'alimentation continue est à l'origine de l'énorme taille des cristaux. Cela explique également le plus grand nombre de cristaux de petite taille dans la grotte aux épées qui se refroidit plus rapidement au contact des eaux superficielles. En 1975, quand le niveau -290 où se trouve la grotte fut drainé, les cristaux étaient toujours en train de croître. Et si elle était toujours submergée par les eaux souterraines, les cristaux poursuivraient leur croissance. Il reste des questions inévitables. Depuis quand les cristaux sont-ils en train de croître? Combien de temps a été nécessaire à leur formation? Les cristaux sont tellement purs que nous n'avons pas réussi à établir leur âge au moyen des méthodes radiométriques. Cependant, dans notre laboratoire d'études cristallographiques de Grenade, nous avons pu réaliser une expérience qui nous a permis de répondre à cette question, et cela grâce à un microscope moderne très performant. Un microscope confocal à contraste de phase différentielle avec lequel on peut voir dans le détail comment grandit la surface des cristaux. Nous avons pris des eaux de la mine de Naica et nous y avons placé un petit cristal de gypse. Avec beaucoup de patience, nous avons pu mesurer avec ce microscope la vitesse de croissance d'un cristal de gypse dans ses eaux à la température de 56 degrés centigrades. Même avec ce microscope performant, nous avons dû attendre plusieurs jours pour le voir croître. La valeur obtenue nous a permis d'estimer que les cristaux de gypse grandissaient à raison de 60 microns, c'est-à-dire l'équivalent de la minceur d'un cheveu chaque siècle. C'est la vitesse de croissance la plus lente jamais mesurée dans un processus minéral. À partir de ces vitesses très lentes, nous avons pu estimer que les cristaux de Naica ont dû commencer à se former il y a un peu plus d'un demi-million d'années. De même que les fossiles, les cristaux de Naica constituent le registre, l'empreinte du temps qui passe. Détruire quelque chose d'aussi beau et d'aussi singulier qui s'est formé alors que notre espèce n'était même pas apparue dans ces parages serait une terrible bêtise. À présent que nous connaissons son origine, nous savons également que la probabilité qu'il y ait un nouveau Naica est presque nulle. Quel est l'avenir de ces cristaux aussi singuliers? Quand le minerai ne sera plus exploité à Naica,
le pompage d'eau sera interrompu et la mine sera inondée en une semaine. Quand cela arrivera, laissera-t-on la grotte disparaître ou prendrons-nous le temps d'en extraire les cristaux? Ou sera-t-il décidé de poursuivre le pompage pour transformer la mine de Laika en un musée naturel présentant les plus gros cristaux connus du monde minéral? Si notre théorie de formation est correcte, à l'intérieur de la Sierra de Naica, outre les cavités de cristaux déjà connus, il devrait exister d'autres grandes cavernes cristallines encore cachées dans ce dédale de galeries de la mine. C'est cet ensemble de cavernes qui fait de Naica un emplacement unique, qu'on connaît sous le nom de Chapelle Sixtine de la cristallographie, et également le seul endroit au monde où Superman se sentirait comme chez lui. Nous nous préoccupons avec raison de préserver la faune et la flore en voie de disparition. Mais les mines de Lapis Specularis de Segovia, la grande géode de Pulpi, les grands cristaux de El Teniente ou la colossale grotte des cristaux constituent des phénomènes uniques et extraordinaires et nous avons l'obligation de les préserver, de la même manière que nous préservons les pyramides mayas ou le canyon du Colorado. Si beau qu'ils puissent paraître dans un musée ou dans une collection privée, les cristaux de gypse ne sont rien hors de Naica. Ce qu'il faut conserver, ce ne sont pas les cristaux sortis de leur contexte. Ce qu'il faut conserver, c'est les sites de Naica, Pulpi, Segovia ou El Teniente, comme d'authentiques trésors du monde minéral. Les Romains de Segovia donnaient aussi à ces cristaux le nom que le sage grec Théophraste utilisait déjà au IVe siècle avant Jésus-Christ. Sélénite. Un nom fascinant en honneur à Sélène, déesse de la lune, et qui fait référence à la lumière cendrée des cristaux de gypse. Si la déesse Sélène eut un jour une demeure sur Terre, ce fut de toute évidence cette caverne cachée sous le désert de Naica.